On va démarrer donc cette table ronde sur le thème des impacts de la cybercriminalité et comment lutter contre. Voilà, alors nous avons plusieurs intervenants. Nous avons monsieur Jean-Marc Grémy. Alors je vais laisser à chacun le soin de se présenter. Et monsieur Ngok Huy Nguyen va venir nous rejoindre. Voilà. Pour le 5e intervenant de cette table ronde. Et je vais laisser chacun d'entre vous se présenter, fonction, entreprise, et on va démarrer sur le sujet ensuite. Bonjour, merci de votre accueil, bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Grémy, donc vice-président du Clusif, je ne donnerai que cette indication concernant mon activité. Je suis là en tant que bénévole de notre association, et je vous présenterai en 2 mots le Clusif en introduction de cette table ronde. Je passe la parole à Guillaume pour se présenter. Donc, bonjour, Guillaume Lopez, consultant sécurité chez Intrinsec, je travaille au pôle évaluation, qui réalise tout ce qui est des intrusions et audits. Bonjour, Guillaume Vassoulière, donc je suis le président de l'association Hackers Voice qui organise notamment la nuit du hack. Allô, bonjour, je suis Nguyen. Je suis un ancien de l'ESGI, promo 2008. Je suis consultant sécurité chez Vagroup, petit cabinet d'expertise en réseau, en sécurité en communiqué. Voilà, on est basé sur Paris. On a également une antenne à Singapour et à New York. Bon, je n'ose pas me présenter parce que mes élèves sont là. Donc Franck Franchin, enseignant à l'ESGI avec grand plaisir et puis aussi consultant en cybersécurité. Ok, merci messieurs de cette introduction. Donc, juste, je vais commencer par présenter Clusif. Peut-être que vous ne connaissez pas, je crois que pour les plus jeunes d'entre vous, ne connaissent peut-être pas le Clusif. C'est une association à but non lucratif, Boulogne 1901, qui existe depuis maintenant 30 ans officieusement 20 ans officiellement, qui est née de l'idée qu'il faille s'intéresser au risque immatériel. Donc nos chers amis assureurs voulant assurer le risque immatériel dans l'entreprise se sont dit que s'adresser à des experts de l'informatique c'était une bonne idée. Et donc ces experts se sont rassemblés en association et donc de cela est né le Clusif pour adresser cette problématique de la sécurité des systèmes d'information à travers une méthode que vous connaissez, j'en discutais avec M. Franchin, parce qu'il vous enseigne Méhari, donc nous sommes toujours détenteurs de Méhari, nous faisons progresser dans ce contexte de la cybersécurité et des différentes méthodes d'analyse de risque, nous faisons progresser encore Méhari aujourd'hui et pour toujours. Donc le thème de cette conférence, de cette table ronde autour de la cybersécurité, quels sont les impacts, peut-on mesurer les impacts de la cybercriminalité, excusez-moi, pas la cybersécurité, des formations, plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc quels sont les impacts, ça serait intéressant de le définir, on va essayer d'en discuter entre nous. Le Clusif se positionne sur la cybercriminalité parce que tous les ans nous faisons une étude des événements passés, donc nous étudions courant de l'année 2013 ce qui s'est passé en 2012 dans le monde du cyberespace et de la cybercriminalité. C'est une étude qu'on faisait sur 2-3 mois, on présentait nos résultats en janvier. Aujourd'hui, je pense que M. Parfenier vous en a adressé un petit propos de cette problématique de la cybersécurité dans un contexte plutôt étatique que celui qu'on connaissait auparavant. Aujourd'hui, cette actualité nous oblige au Clusif à avoir un lieu de travail qui est une activité quasi quotidienne, de rassemblement, d'identification de tous les actes de cybercriminalité qui peuvent se produire par-ci et par-là et pour en faire une synthèse en fin d'année. Donc ça, ce qui tente à prouver, de démontrer de façon plus ou moins directe et propice l'idée que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui ne peut pas se satisfaire de rester en sommeil pendant quelques mois. Les sujets que nous avions adressés cette année, j'ai passé la parole à mes pairs présents avec moi cet après-midi. Les sujets que nous avions adressés traitaient effectivement des problématiques liées au monde de la cyberstratégie, au monde de l'État qui s'intéresse de plus en plus et de façon plus visible maintenant. Merci M. Snowden et messieurs les Chinois pour la PT1 de nous avoir révélé, pour ceux qui l'avaient encore ignoré, que les États s'intéressaient à ce qui se passait dans leurs entreprises et surtout dans les entreprises étrangères. Le monde de la cybercriminalité est un monde qui est assez vague. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de commencer par définir ce qu'est la cybercriminalité. Parce que j'ai peur que ça devienne un buzzword qui soit un peu déformé peut-être par certains et qui ne revêt pas aujourd'hui ou qui n'explique pas ce qu'il est réellement. Donc je passais la parole à mes interlocuteurs pour qu'ils définissent quelle est leur vision de la cybercriminalité pour peut-être voir derrière cette idée d'impact et quelles sont les mesures qu'on peut prendre à l'égard de ce fléau, je puis dire. Guillaume ?
Ça s'appelle la patate chaude. Je résumerai simplement en disant que la cybercriminalité, c'est la projection en l'univers virtuel cyber des crimes physiques. Voilà. Et donc en disant cela, j'ai tout dit, puisque les juristes, il y en a dans la salle, nous répondront que normalement les lois s'appliquent, les lois des hommes, les lois physiques, s'appliquent aussi aux crimes virtuels. On sait tous que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense que ça résume effectivement bien la vision que nous avions de ce terme-là. Justement pour les offreurs de services, comment vous voyez, alors peut-être l'association Hackers Voice, c'est peut-être un... Si je traduis Hackers Voice, la voix des hackers, alors je sais que les hackers n'aiment pas qu'on les associe aux pirates, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ce raccourci un peu trop rapidement, donc on va attendre pour laisser la parole à Guillaume un peu plus tard, mais pour nos offreurs de services, comment vous voyez aujourd'hui la cybercriminalité, quelle est cette définition que vous avez dans votre démarche à l'égard de vos partenaires, de vos clients dans votre approche? Vous avez un micro. Oui, donc notre vision de la chose déjà, au niveau de la cybercriminalité, effectivement, c'est les crimes qui sont commis au niveau dans l'espace virtuel, le cyberespace, et avec l'un des principaux objectifs, c'est quelque part de gagner de l'argent, simplement. Voilà, donc à travers divers moyens, récupération des données de cartes bancaires, vol de compte, vol d'identité, voilà, pour quelque part monétiser tout ça. Il y a aussi une partie qu'on voit souvent arriver maintenant, c'est la partie ransomware. C'est des logiciels en fait qui s'installent sur vos machines et qui, par exemple, on a eu le CryptoLocker en fait qui crypte en fait vos données et qui vous demande en fait de payer pour pouvoir récupérer vos données si vous ne les avez pas sauvegardées. D'accord. Une définition aussi, Guillaume, intrinsèque, quel est votre... Je rejoins mon frère sur ce qui a été dit. Non, c'est vrai que bon, on parle beaucoup de cyber. Bon, si on regarde, on peut en fait transposer ce qui existe déjà aujourd'hui. Quand on parle de criminalité, bon, on expose maintenant sur le cyberespace. Donc ça résume à dire en fait la cybercriminalité. Donc les buts ne changent pas trop, hein. Comme l'a dit mon collègue, c'est pour faire de l'argent. Donc les menaces qui augmentent au niveau des entreprises, c'est ça. On va retrouver par des malwares type Game Over Zeus, ou des ransomware, c'est ce qui augmente beaucoup. Voilà, l'objectif c'est de chiffrer les différents fichiers qui vont se trouver sur un PC, un serveur ou autre, et après demander de l'argent pour récupérer ces fichiers. Bon, avant on payait d'une manière ou d'une autre, maintenant on va payer avec Bitcoin. Alors on va dire que Bitcoin c'est mal, chacun après fera sa propre idée là-dessus, mais en soi il n'y a pas grand chose de neuf. Ce qui va changer, oui, c'est les moyens de subtiliser de l'argent aux différentes entreprises. Je ne sais pas si Hackers Voice peut donner son point de vue aussi là-dessus. Globalement, oui, de toute façon, il n'y a pas 36 définitions. Hein. C'est un moyen de monétiser son crime qui est beaucoup plus efficace, on va dire, via l'informatique, via Internet. Mais il n'y a pas qu'une histoire de monétisation, il y a aussi une histoire de porter atteinte à une image aussi, parce que là, il n'y a pas vraiment le côté monétique derrière. Et en fait, le gros problème, c'est que je pense qu'on a une augmentation justement de la cybercriminalité, du fait que aussi on est de plus en plus entouré de technologies, on est de plus en plus dépendant, et du coup on facilite, on va dire, ce genre de choses, puisqu'il y a toujours une notion de sécurité qui est mise en production un coût, et du coup potentiellement on va augmenter la cybercriminalité tout le temps qu'on va plus ça va aller dans le temps en fait, en utilisant justement les nouvelles technologies et connectées notamment. Au lieu de se déplacer dans la vraie vie, on doit se déplacer pour faire un crime. Là, on peut rester chez soi et faire le crime. Donc ça, c'est aussi un avantage de ce côté-là, et se cacher derrière des outils comme Tor notamment, ou monétiser via du Bitcoin. Donc c'est assez intéressant et ça comporte beaucoup moins de risques que d'aller braquer en fourgon blindé, notamment. Merci Guillaume. Garde le micro parce que j'ai avoir une autre question pour toi. On se connaît parce qu'on travaille ensemble sur certains sujets.
Oui, puisqu'on est à peu près tous d'accord sur la définition de la cybercriminalité, comme l'évoquait très justement M. Franchin, c'est voilà, la transposition dans le monde virtuel de ce qui se passe dans le monde physique, avec à la fois les problématiques judiciaires et légales qui sont complètement poreuses entre ces deux environnements, ou tout du moins en France en particulier. Donc si on parle de criminalité, c'est vrai qu'on voit que ce contexte a évolué. On est passé du piratage, du défacement de simples sites pour protester, pour montrer ses capacités techniques à quelque chose qui est aujourd'hui plus important. Vous aurez tendance à dire même des fois plus grave, puisque l'outil informatique est aussi un des outils comme la voiture bélier ou l'arme de poing est un outil pour le criminel. L'outil informatique il est aussi, d'où cette accaparation entre guillemets du nom cybercriminalité à cet environnement. Comment vous, les Hackers Voice, la communauté des hackers, comment ça peut intéresser je pense une partie de notre auditoire, comment vous vivez vous cette assimilation qu'il peut y avoir entre le monde du hacking et puis le monde de la criminalité ou de ce monde de pirates entre guillemets que certains est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Est-ce que s'il faut être schizophrène quand on est hacker, de se dire non, jamais je n'irai du côté obscur de la force parce que l'argent est plus facile et plus important à faire de ce côté-là? C'est une très bonne question. En gros, de toute façon, la ligne, la barrière, elle est faible en fait entre les deux mondes au final, puisque de toute façon, en faisant notre passion, obligatoirement on va transgresser certaines règles. Mais par contre, on est capable de revenir du fait qu'on a des valeurs. Nous, notre but, Hackers Voice, c'est aussi démystifier l'information, éduquer les gens. C'est important, puisqu'en fait, on peut vite passer de l'autre côté de la ligne et se retrouver hors la loi et justement faire des choses qui sont punies par la loi et notamment porter atteinte à des gens, à la vie privée, etc. Donc voilà, nous justement, ça nous est arrivé de rencontrer des personnes où justement ils se revendiquaient des pirates, du black market, etc. Des personnes qui étaient assez jeunes. Et voilà, nous, le discours qu'on a, il est très simple, c'est arrive un monde de toute façon tu vas te faire avoir. Et justement, on lui explique ce que c'est les valeurs du hacking, le vrai hacking, pourquoi on le fait, comment on le fait, dans quelles conditions. Et voilà, c'est ça le plus important. Et le fait de justement d'éduquer les personnes, je pense que ça peut aider justement à qu'ils prennent conscience, etc. Parce que c'est vrai que pour un jeune, il va tester, il va faire n'importe quoi, et il peut vite se retrouver en situation de criminel au final, puisque ça peut aller très très vite. Donc voilà, en fait, nous on le vit pas bien ou mal le fait d'être comparé, bref, on s'en fiche un peu. Vous en accommodez? Oui, tout à fait. Okay, bon. Les jeunes dans la salle, écoutez Guillaume, n'hésitez pas à rejoindre Hackers Voice, vous aurez une ligne de conduite dans ce beau métier qui est le métier du hacking. Franck voulait réagir sur cette définition. Pas réagir, mais un petit peu compléter. Alors mes étudiants savent que j'aime bien raconter des histoires. Donc, il y a 15 ans, Microsoft m'avait demandé de faire une presse au Tech Days, un peu dans le même esprit, et j'avais voulu être insolent comme d'habitude. J'avais le badge orange, mais je pouvais quand même être insolent. Et j'avais raconté, en fait c'était nous sommes tous des cybercriminels, pour paraphraser un célèbre terroriste qui s'appelle Carlos. Et donc je citais les gens qui pirataient à l'époque, l'RDS, qui pirataient des films. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc je me suis fait un peu huer dans la salle, il y avait à peu près 700 personnes dans l'amphi, c'était un peu chaud, quoi. C'était il y a 15 ans, cybercriminalité on ne connaissait pas trop. Et puis hier, mon ami qui est prof dans le lycée technique me dit tiens, j'ai un truc à te raconter, j'ai un de mes élèves qui est en prison pour cybercriminalité. Magnifique, magnifique, pas pour lui, mais ça permet de toucher du doigt un petit peu le lycée technique, banlieue sensible, donc 9-3, stigmatisation, blablabla. Donc qu'a-t-il fait ce jeune garçon? Donc elle n'a pas su m'expliquer. Donc j'appelle un de ses collègues et donc je vais vous donner le profil type, donc pour répondre un peu à mon collègue, le profil type du cybercriminel qui est en prison. Donc c'est quelqu'un qui est très, très compétent en technologie, qui est un vrai hacker, puisque tout ce qu'il a fait c'est récupérer des mots de carte bleue et se faire livrer des écrans LCD chez lui. Voilà. Donc le journaliste qui a fait la pige a bien dit que c'était un cybercriminel, donc je ne dénoncerai pas le journal. Donc voilà, nous avons un cybercriminel. Donc je pense qu'en effet, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un peu de pédagogie vers les jeunes, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, même si on crosse un peu le borderline des fois.
hein, mais qu'ils aient une vraie réalité. Ce qu'a fait cette personne-là, c'est du vol. Hein, c'est comme aller chourer un DVD ou bon, l'écran c'est un peu gros, mais dans une Fnac. Voilà, ça s'appelle pas de la cybercriminalité, on est d'accord. Oui, et puis le plus important, c'est surtout si vous voulez en faire un métier après. Donc, non, mais un métier, non, mais je parle d'un métier dans le test d'intrusion dans la sécurité globalement. Donc voilà, c'est bien de faire vous faites des choses quand vous êtes jeune, vous croyez que vous êtes au-dessus des lois, mais le jour où vous vous faites attraper, vous avez un casier et notamment vous ne pourrez pas travailler en fait dans la sécurité, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, et encore de pire en pire, je pense, il y aura des vérifications. Donc voilà, c'est ça aussi le discours parce que nous on vient de ce métier et on connaît les risques et en plus on recrute. Donc on sait ce qu'on veut pas. Il n'y a pas de rédemption possible. C'est vrai que c'est intéressant de... Bon, on fait un peu de sémantique, mais c'est important. J'en discutais avec un policier il y a quelques semaines de ça. Finalement, pourquoi on parle aussi peu ou autant de la cybercriminalité, c'est que, bon, je ne vais pas faire de politique, mais les problèmes de statistiques au ministère de l'Intérieur, qui est de se dire, finalement, j'ai été interviewé par une journaliste de l'AFP il y a quelques semaines de ça, qui me dit, Monsieur Grammy, vous parlez de cybercriminalité, mais finalement, quand on regarde les chiffres de l'ONDRP, c'est 500 cas l'année dernière, en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop quoi. Et je me suis dit, effectivement, punaise, mince, parce qu'on n'est pas en train de crier au loup, finalement, pour des phénomènes qui n'existent pas. En discutant un peu, en causant un peu avec une personne je ne mentionnerai pas son département sur le ministère de l'Intérieur. Effectivement, nous, on a un problème de statistique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui commet un crime aujourd'hui avec l'aide de l'outil informatique. Est-ce que c'est un cybercriminel? Est-ce que l'outil a été utilisé comme étant le couteau pour tuer Madame Michu, ou est-ce que ça a été utilisé juste comme étant où il a été la cible de l'attaque? C'est lui la victime. Et c'est effectivement un problème de... Alors, on n'a pas l'attribution ici, mais c'est le problème de savoir finalement de discerner dans les statistiques du ministère de l'Intérieur ce qui est du crime de la vraie vie, de la vie physique telle que l'évoquait Franck, de ce qui devient ou ce qui vont devenir demain des cybercrimes. Ça, c'est un véritable intérêt pour nous, si on se passe plutôt du côté de la défense, au sens technique du terme, de savoir comment allons-nous protéger les biens d'une entreprise, d'un gouvernement, d'un État en général, ou dans une moindre mesure les biens qu'on a à la maison, parce que ça commence aussi par là, hein, l'éducation, on le dit, on le répète, dans les programmes de sensibilisation, on rabâche toujours la même chose, mais apprenez à vous protéger déjà chez vous avec vos outils informatiques, vos outils de mobilité, et puis forcément vous acquérez de bonnes réactions, et dans l'entreprise ça se passera sans doute beaucoup mieux. C'est une question qui reste pleine et entière, à laquelle on a du mal à y répondre, parce qu'on voit que souvent le défaut dans le monde de la criminalité vient d'un mauvais usage d'un outil ou d'une non-compréhension de ce que fait l'outil, et effectivement on ouvre une porte aux pirates, on ne va pas dire le hacker, mais on a compris, Guillaume nous a expliqué qu'effectivement il y avait bien deux catégories, et que dans ce contexte-là, on leur facilite peut-être un peu trop la tâche en termes de capacité de nuisance. Guillaume. Ouais, il fallait juste réagir un peu sur le terme de hacker, parce que là on a un peu dénigré, je trouve. En fait, je vais encore jouer sur la sémantique, mais la vraie base, c'est un hacker, c'est quelqu'un, un bidouilleur, un curieux, qui a un état d'esprit et qui veut, par exemple, désosser des choses, etc. Donc c'est pas forcément le pirate, comme on peut le dire. Hein. Le pirate, c'est vraiment quelqu'un qui vous en veut, qui veut vous extorquer de l'argent, ou autre. Après, on peut se poser la même question sur le cybercriminel. Si on regarde, on essaie de classifier un peu les choses, hein, parce qu'on est en France, on aime bien classer les choses dans différentes boîtes. Qu'est-ce qu'un cybercriminel? Donc on peut imaginer d'abord la mafia, les gens qui vous veulent, pareil, vous extorquer de l'argent. On peut imaginer alors, est-ce que Snowden, c'est un cybercriminel ou pas? Bon, les États-Unis vous diront que oui, après les autres pays, à vous de voir, les Russes peut-être non. Un gouvernement, est-ce que ça peut être un cybercriminel? On regarde par exemple ce qui s'est passé avec Stuxnet. On ne sait pas qui a fait quoi, mais on sait que ça doit être un gouvernement qui a essayé d'attaquer un autre gouvernement. Donc il y a aussi, on peut parler de cybercriminalité là-dedans. Donc voilà, donc il faut voir un peu comment on emploie les mots et ce qu'on veut dire avec. Puisque bon, le terme hacker, je pense que c'est un bon sens noble, il ne faut pas trop dire ouais les hackers c'est tous des pires. Après bon, on n'a pas trop les sur les médias, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Mais oui, les médias qui déforment les propos, qui vont dire un hacker, un cybercriminel, etc. C'est d'autres aspects. Merci. J'aimerais aussi
pour rebondir là-dessus, je vais donner on va dire 2 exemples si je voulais choisir. Alors, on a cité Snowden tout à l'heure. Si on est très régalien, et qu'on applique les lois américaines, Snowden est un traître. C'est possible, pas de la commensale parce qu'il n'était pas militaire, mais c'est un traître. Voilà. Vu du côté des Russes, c'est un héros. Vu du côté de milliards de personnes sur la planète, c'est un héros. Vous voyez, donc on peut mettre des étiquettes difficilement. Si on prend le million d'ingénieurs en Chine qui composent le Wall, comme dirait le Floyd, des gens qui filtrent le trafic chinois, c'est 1 million de héros ou c'est 1 million de pervers. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. D'un côté, on a la NSA qui va peut-être écouter mon trafic et qui va tout savoir sur mon divorce. Franchement, je n'ai rien à faire. De l'autre côté, j'ai une société américaine, on va rester sur le périmètre américain, qui s'appelle Facebook, et qui autorise ma fille de 13 ans, éventuellement, c'est pas le cas heureusement, mais de se prostituer sur Internet en faisant croire qu'elle a 18 ans. Qui est le plus criminel des deux? La NSA qui écoute mon divorce ou Facebook qui permet à une mineure de se prostituer? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Après, tous pourris et tous cybercriminels, donc... Non, écoutez, merci de cette introduction sémantique autour de la notion de cybercriminalité ou de cybercriminel, de qui fait quoi, et on voit que les termes sont importants, on a du mal à définir et avoir une frontière très franche entre les différents traits de caractère des uns et des autres dans ce genre d'activité. On est aussi pour parler un petit peu des impacts de la cybercriminalité et de la lutte contre la cybercriminalité, pardon. Du coup, je vois des personnes en cravate et en costume, il y a peut-être des gens de la DCRI dans la salle, donc non, c'est pas le cas. Sinon, ils rigolent pas, donc ils sont pas là. Donc, on a personne des forces de l'ordre avec nous. Je ne vais pas dire que c'est dommage, pour le coup, si, parce qu'on peut parler plus librement peut-être, ce sera plus facile. Mais du coup, oui, la lutte contre la cybercriminalité, c'est quoi? On parle de crime, donc on parle de délit, on parle de code pénal, on parle de ce genre de choses, ça c'est un fait. On n'est pas là pour évoquer ces sujets, puisque nous ne sommes pas ni juristes, ni policiers, ni avocats. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la lutte contre la cybercriminalité? Parce que, est-ce que, comme on le titre souvent dans la presse, bien sûr, il faut que la presse en prenne un petit peu aussi pour son grade, la sécurité a échoué, ça a été dit et redit à plusieurs reprises, on a dit le contraire deux lignes plus tard, donc le sujet n'est pas d'opposer le succès ou l'échec de la sécurité, le sujet est de voir qu'aujourd'hui la cybercriminalité existe, on fait avec, on l'a défini, on voit que la frontière est ténue entre l'activité de quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose et puis celui qui va être jugé comme étant un cybercriminel. Enfin, je rappelle les affaires, Bluetooth, Qui tais-toi versus Tati, etc. Sans rentrer dans les détails de ces cas qui ont été jugés, alors, quelles que soient les raisons et quels que soient les résultats, on voit que la frontière est ténue, que ça fait couler beaucoup d'encre, et les gens parlent beaucoup au-delà de ce qui de l'encre coule. Comment aujourd'hui lutter contre la cybercriminalité? Bien sûr, les forces de l'ordre sont là pour nous aider, mais il faut qu'on puisse leur présenter un cas, qu'on puisse leur présenter quelque chose d'avéré. Comment récupérer une trace, comment savoir que c'est effectivement un acte criminel ou que ça n'en est pas un, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en matière préventive, de protection même quand l'incident se produit. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse, des pistes, à la fois techniques, peut-être dans l'organisation? J'ai parlé un peu de sensibilité autour du sujet. Qui veut se lancer? Bon, vous avez compris que Guillaume ne pourra plus rien dire maintenant parce que lui il est de l'autre côté de la barrière. Mais... Sur comment se protéger vis-à-vis de la cybercriminalité, bon, c'est une question, bonne question. Alors, je pense que c'est un peu comme tout, il faut faire la réponse de l'expert, on ne peut pas se protéger à 100%, bien sûr. Je pense que si on part déjà de ce principe-là, on admet beaucoup de choses et on peut avancer mieux sur la suite. Après, il reste, on a parlé lors de la précédente conférence du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI. Ça peut être un point de départ. En fait, dans l'esprit, il faut reprendre les bonnes pratiques qui, malheureusement, quand on regarde les derniers cas où on a vu des cyberattaques, on se disait à chaque fois, s'il y avait les choses de base qui avaient été mises en place, on aurait pu éviter ça. Donc, reprendre les bonnes pratiques, pardon, et au niveau du système d'information, avoir une connaissance assez pointue sur son SI. Que si on ne sait pas ce qu'on doit protéger, on ne peut pas le protéger. Que dire de plus? Vous avez plein de choses à dire. Moi je partirais déjà, je rejoins ton idée justement les bonnes pratiques, mais c'est aussi ça passe par l'information. Voilà.
Donc c'est très important. Donc, un administrateur, le RSSI ou des choses comme ça, il faut vraiment s'impliquer pour son SI, déjà d'une. Et aussi, dès le démarrage, je pense que maintenant c'est un peu plus le cas aujourd'hui, mais on peut le voir, le SGI a une filière spécialisée dans la sécurité. Donc potentiellement, ils vont vous donner, le SGI va donner justement des bases, et après ça sera à vous de les compléter. Et ça c'est très important, ce qu'on n'avait pas avant, puisque avant, en fait c'était une passion, voilà. Et on n'avait pas spécialement l'éducation pour nous aiguiller sur ce genre de choses. Donc ça c'est très important, et c'est souvent des bonnes pratiques, des bonnes connaissances. Après il y a plein de moyens techniques à mettre en œuvre, on n'est pas là pour faire de la publicité pour telle ou telle solution. Mais voilà, enfin, c'est vraiment avoir une objectivité sur son SI, être capable d'identifier les risques et les périmètres d'attaque. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais ça passe aussi sur le fait d'avoir des bons techniciens et des bons managers qui comprennent les risques et qui comprennent leur système d'information. Je voudrais rebondir aussi là-dessus, c'est également ce qu'on entend souvent dans les bonnes pratiques, c'est la sensibilisation. Donc effectivement, il faut sensibiliser déjà le grand public, qui est souvent impacté en fait, dans les événements qu'on voit dans la presse, par exemple des comptes qui sont volés, etc. Ça passe par les bonnes pratiques comme un mot de passe correctement créé. Parce que il y a souvent des mots de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai entendu au FIC 2014. Ça passe aussi en entreprise. C'est-à-dire que j'ai par exemple fait de la sensibilisation, et ce que j'ai pu rencontrer, c'est justement des personnes qui ne sont pas forcément impliquées ou sensibles au départ sur les problématiques de sécurité, parce que elles n'ont pas le temps, ou ça ne leur intéresse pas. Lorsqu'il y a un security officer qui arrive pour faire un programme de sensibilisation de sécurité, au début ils ne comprennent pas pourquoi, et donc au fur et à mesure, en fait, une fois qu'ils ont compris l'intérêt aussi pour eux d'adopter des bonnes pratiques, ça se passe beaucoup mieux. Mais je pense que le gros point, c'est sur la partie sensibilisation en entreprise, mais également sensibilisation pour le public. Je pense qu'effectivement la sensibilisation est un peu un échec, parce que quand on regarde certaines vulnérabilités qui sont connues depuis des années, pour n'en citer qu'une, par exemple l'injection SQL, et que c'est vrai qu'on s'amuse sur Google à taper comment faire des appels en base de données via n'importe quel langage, bon, les PHP pourquoi pas, quand on voit les codes qui sortent, ça fait très peur. Donc oui, la sensibilisation, je pense que c'est aussi la génération qui fait ça. Beaucoup de gens, quand on discute avec eux, pour eux, l'informatique c'est un outil. C'est vrai qu'on s'est apparu, c'est un outil, c'est bien, ça nous aide à faire des choses. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus qu'un outil. Ça fait vraiment partie de notre manière de vivre aujourd'hui. Il faut prendre en considération, puisque aujourd'hui, il y a des gens, vous leur dites ok, c'est votre outil, mais si demain ça s'arrête de fonctionner, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus faire ceci. Donc c'est quand même beaucoup plus qu'un outil, qu'un simple outil. Donc il faut le prendre en considération et accepter de nouvelles façons de travailler. Si on prend les smartphones, tout le monde s'est habitué maintenant à ce que son écran soit tactile. Et même les enfants, on leur donne un magazine, ils essaient de zoomer les images et ça ne fonctionne pas. Pour poursuivre ce que disent mes collègues, j'ai essayé un petit exercice simple que je devrais faire d'ailleurs à mes étudiants, c'est faire une propre analyse de risque de moi-même, très égoïstement, très égocentriquement. C'est quelles sont les données, parce qu'on parle de SI, mais je préfère parler des données que du SI. C'est comme si je voulais protéger ma personne que je protégeais mon costume, je protège d'abord mon corps. Donc c'est les données qui sont importantes. Donc j'ai essayé de voir dans la vie de tous les jours, hormis on va dire les clients bien évidemment, quelles étaient les informations sensibles que je devais protéger. Et j'en suis réduit à une conclusion qui est un peu brutale, qui va faire grincer les dents de certains, c'est que je ne vois vraiment pas l'intérêt de chiffrer mes communications. Je ne suis pas assez important à titre personnel pour avoir des informations que la NSA ou les services français ou russes, chinois peuvent intéresser. Donc je ne chiffre pas mes communications. Et souvent d'ailleurs les gens qui veulent chiffrer leurs communications, c'est les premiers qui n'accepteraient pas que je sorte avec mon pistolet, parce que je suis tireur. Le pistolet il est dans mon coffre. Voilà. Pourtant j'aimerais protéger ma vie. Vous voyez, donc je ne chiffre pas. Par contre, je n'ai jamais eu la date de naissance, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Twitter. J'ai un LinkedIn professionnel où il y a pas mal de dates de naissance. Il y a mon cursus pédagogique, donc vous me retrouvez sur les books des grandes écoles. Mais je pense qu'il y a très peu, challenge pour les élèves, il y a très peu de données personnelles sur Internet, si vous faites un Google seulement.
En tout cas, mise par moi. Avec le cursus, on peut arriver. Exactement, c'est pour ça que je disais, avec le cursus, on trouve pas mal d'informations. Mais depuis 6-7 ans, je ne donne plus les informations parce que je me suis rendu compte qu'il les revendait, ces copains. D'accord? Donc, après, faites votre analyse de risque et puis vous verrez s'il faut sortir avec 2 ceintures de sécurité, avec l'ABS, 4 roues motrices, etc. Merci. Expliquons l'analyse de risque, un sujet qui est intéressant puisqu'il permet de comprendre un peu quelle est à la fois la menace et quel est l'impact de cette menace sur l'entreprise ou la fonction dans une institution, par exemple. Mais on parle finalement de lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que je peux appliquer les mêmes recettes que j'ai utilisées pour me... Pardon, on parle de la cybercriminalité, vous voyez, j'allais dire même moi, non, pas une référence dans le domaine, mais j'ai du mal à passer d'un terme à un autre. Aujourd'hui, je reste dans le monde de la cybersécurité, dans le monde un peu plus technique de la sécurité traditionnelle, ce qu'évoquait Franck sur des outils qui permettent de faire du chiffrement, d'améliorer l'authentification, de la traçabilité, du contrôle d'accès, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer appliquer les mêmes recettes de ce qu'on fait dans le monde de la sécurité informatique, de la cybersécurité standard, entre guillemets, pour lutter contre la cybercriminalité? Est-ce que du coup, on n'a pas ouvert un champ, une capacité aux cybercriminels de pouvoir attaquer des systèmes parce qu'ils sont protégés avec des méthodes traditionnelles? Est-ce que finalement, le constat que nous faisons aujourd'hui de cette ampleur de la cybercriminalité, au-delà de la caisse de résonance médiatique, est-ce que c'est pas lié au fait qu'on n'utilise pas les bons moyens, les bons outils pour lutter contre les cybercriminels? Parce qu'on veut utiliser des outils pour se protéger contre les gens qui nous attaquaient avec des flèches alors qu'on est avec des canons. Donc est-ce que mon image est peut-être un peu disproportionnée, mais est-ce que je suis dans cette proportion ou pas? Non, je pense pas. Enfin, en fait, je pense que les 3/4 des cas, c'est une mauvaise utilisation des technologies. Donc ça peut être sur le développement, ça peut être sur la mise en place on va dire traditionnellement d'un firewall, mauvais diagramme de flux, ce genre de choses, un WAF mal configuré. Enfin voilà, déjà il y a ce point-là. Donc je pense pas qu'il faut dire que les outils traditionnels sont un échec. Ils sont complémentaires avec des outils beaucoup plus sophistiqués qu'on peut avoir maintenant. Mais en tout cas, ça fait partie d'une globale, enfin ça fait partie d'un récit. Donc c'est plusieurs briques que vous mettez ensemble qui vont vous permettre d'améliorer la sécurité. Et pour moi, je pense que déjà, je pense que s'il y avait une très bonne, une utilisation pointue déjà des ressources techniques de base, que ce soit dans le code ou que ce soit dans les outils, je pense que déjà on pourrait diminuer la cybercriminalité. Voilà. Et en fait, moi j'ai une autre approche aussi, qui va peut-être vous faire rigoler, c'est que moi je considère qu'il faut s'aider, voilà. Il faut utiliser notamment les communautés de hackers, où ça arrive des fois, parfois vous trouvez des vulnérabilités sur des sites. Qu'est-ce que vous en faites? Faut le donner à qui? Et à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'avoir un seul point d'entrée. Vous trouvez une vulnérabilité, et 3/4 du temps, vous n'allez pas contacter la personne, puisque de toute façon, vous avez un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que la personne porte plainte contre vous. Vous avez qui, au niveau étatique, que vous pouvez contacter sans avoir de problème, une garantie, c'est ça. Parce que là... Donc voilà, c'est super important. Enfin, moi, je milite depuis des années pour ça, et parce que ça c'est un réel problème. Déjà, c'est un réel problème. On pourrait autant utiliser les ressources. En plus, c'est des ressources qui font ça par passion. Et pourquoi pas, et je pense que aux États-Unis ils l'ont compris, notamment chez les grosses sociétés, mais comment dire, démystifier le bug bounty. C'est-à-dire pousser justement ce genre de choses. C'est-à-dire rémunérer quelqu'un parce qu'il a trouvé une vulnérabilité. Parce que au moment où vous n'avez pas on va dire, vous n'avez pas... Comment ? Ouais. Oui, c'est exactement ce qu'ils font. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à un instant T à un instant T la visibilité de votre sécurité. C'est que vous allez l'avoir sur la longueur. Donc vous allez pérenniser justement ce genre de choses. Et vous faites un test d'intrusion, vous avez des jours qui sont alloués, vous allez payer un prestataire, vous avez vos équipes en interne, ils ont d'autres projets, etc. Ils ne font pas des tests d'intrusion tous les jours. Voilà, ça pourrait permettre aussi de diminuer la cybercriminalité. Ça fait partie, je pense, des axes d'amélioration.
qui me concerne, enfin après qui ne concerne peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont d'accord avec moi. Et je pense que c'est vraiment dommage d'avoir déjà des problèmes pour contacter les gens quand vous trouvez une vulnérabilité. Ça, parce que les 3 quarts du temps, ça se finit au tribunal. Enfin, en tout cas, vous avez une perquisition chez vous. Ça sert à rien. Voilà, c'est un petit peu la France qui veut ça, mais je pense que en tout cas, j'espère que ça changera. Et puis, notamment, nous, on va le faire sur la nuit du hack avec un sponsor, et on va monter un système de Bug Bounty, et on va offrir, on aura 5 000 € de lot à fournir pendant 24 heures. C'est-à-dire c'est de l'argent, et justement, il y a des gens qui sont prêts à jouer le jeu, mais il faut communiquer sur ce genre de choses. Et ça fait partie des outils qu'on peut potentiellement mettre en place et qui vous coûtent très peu ou un petit peu, mais c'est de la communication. Voilà. J'ai un bon exemple qui confirme hélas ce que tu dis. Dans une ancienne vie où j'étais donc dans une grande entreprise, on va dire internationale, on a un équivalent de tes collègues qui nous envoie un mail, il ne savait pas à qui l'envoyer, donc il envoie à la direction de la sécurité du groupe, ça tombe sur un de mes collègues, où il trouve une vulnérabilité sur un de nos sites web. C'est un site quand même assez important avec beaucoup de trafic. Donc on est très, on est dans une grande entreprise, on suit les process, donc on escalade au juriste. Donc dans la journée, cette pauvre personne a été identifiée et a reçu un beau courrier d'avocat et de juriste aussi dans une liste, avec tous les malheurs du monde qu'elle s'abattre sur lui, s'il continuait, s'il communiquait, etc. Donc c'est exactement ce que tu dis. Puis quand même, on a été alerté, on s'est dit cette personne-là, elle n'est pas si bête que ça, donc au lieu de le payer lui, je te tends la main, ça ne peut être toi, au lieu de le payer lui, ce qu'on a fait, on a pris son copain à côté, qui n'était pas Intrinsèque, qui était un des confrères et concurrents d'Intrinsèque, et on lui a demandé de vérifier ça et de faire un pentest. On leur a donné beaucoup d'argent, et puis 2 mois plus tard, cette personne dans une conf, qui était le patron, donc c'est pas Intrinsèque, je tiens à le dire, qui était le patron du concurrent d'Intrinsèque, a expliqué exactement tout, quoi. Et lui, on ne lui a pas donné les honneurs, mais presque, on lui a payé une coupe de champagne à la fin. Voilà. Oui, oui. Ça aussi, est-ce que ça met des contraintes? C'est un sujet que j'avais pas imaginé qu'on pourrait aborder. C'est effectivement les hackers sont en train de nous expliquer qu'ils sont en train de tuer le marché du pentest. Je veux dire, tuer le marché au sens commercial du pentest. Le pentest a de vraies raisons d'exister pour les raisons évoquées à ce titre. Guillaume, alors je vous rappelle qu'il bosse pour une boîte qui fait un peu de pentest et que ça rapporte un peu d'argent, mais... Ah pardon, ok, excuse-moi, j'ai pas suivi l'actualité. Cela dit, c'est intéressant parce que c'est des conversations qu'on a souvent avec les hackers. Enfin, je le dis devant nos plus jeunes, effectivement, l'idée du chevalier blanc du hacker, excuse-moi, j'espère ne pas vous froisser en disant ça, mais l'idée du hacker qui se dit, moi de toute façon, ma mission c'est de vérifier la sécurité des sites internet. Enfin, nous prenons que cet exemple d'outils techniques et puis d'être en capacité de remonter vers des sociétés pour leur dire attention, c'est un scandale, il y a telle vulnérabilité, telle ci, etc. Et effectivement, ce que tu évoques, Franck, et ce que j'ai entendu chez pas mal de mes clients, il n'est pas question à un seul instant que vous rentriez dans cette démarche-là. Vous n'avez pas reçu mission de quelque société que ce soit pour faire des audits de sécurité, même si vous trouvez scandaleux que tel site soit vulnérable ou que telle application le soit, etc. Tout au plus, Facebook et Google aujourd'hui ont un contrat, alors il n'y a pas de tiers identifié, parce que c'est l'ensemble de la communauté qui est mandatée, entre guillemets, pour trouver des vulnérabilités et les remonter vers eux, une forme de contrat open. Mais ce qui n'est pas le cas pour des sociétés comme vous le citez aujourd'hui, et d'aller faire des audits de sécurité, de remonter des vulnérabilités. Vous n'avez pas été mandaté pour ça, et si vous le faites parce que c'est votre mentalité, c'est la démarche qu'évoquait très justement Guillaume, ne vous faites pas attraper, parce qu'effectivement les conséquences seront plus ou moins lourdes, comme l'évoquait Franck. Remonter vers éventuellement l'éditeur, peut-être. Alors en France, on a le CERT-FR. Bon, éventuellement, si vous trouvez une vulnérabilité sur un site institutionnel, je ne sais pas si c'est une bonne idée de remonter vers le CERT-FR pour leur dire que vous avez fait leur travail, entre guillemets, mais voilà, il faut mieux qu'aller quelqu'un pour remonter l'information. J'assume. C'est toujours une vraie question et un débat. Peut-être, Guillaume, tu peux réagir? Ouais, moi, on parlait de droit. Je n'ai pas juriste, il faut me rappeler que ce qui existe, c'est que toute tentative d'intrusion sur un système de traitement automatisé de données, et c'est bien un système de traitement automatisé de données, c'est écrit comme ça, est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, 75 000 €. Et oui, il y a le maintien frauduleux aussi, ça c'est le second article.
Mais bon, quand on voit par exemple qu'aujourd'hui Bluetooth a été condamné parce qu'il a utilisé Google, on peut se poser des questions sur comment est rendue la justice. Donc après, bon, je suis d'accord avec toi, ok, les Ubuntu, ça c'est des choses bien. Bon, après on pourrait parler de la mentalité en France où le point de vue technique n'est pas très bien apprécié par rapport à d'autres pays, mais bon là on va digresser aussi. Et tout ça pour dire que ça fait non, si on regarde ce que l'ANSSI est en train de faire, l'ANSSI est en train de monter en puissance quand même depuis quelques années, hein, ça a changé de nom, je ne sais même pas si les gens d'ici se rappellent quel était l'ancien nom de l'ANSSI. Voilà. Mais les autres, je pense, ne le savent pas. Donc, M. Paillot, qui était à l'ANSSI, qui est maintenant parti à la DGSE, voilà. Donc, on ne sait toujours pas d'ailleurs qui va reprendre la direction de l'ANSSI. Bref. A fait quand même pas mal de choses. Il y a le référentiel général de sécurité aussi, qui concerne les autorités administratives. Et quand on regarde le référentiel général de sécurité, les prestataires qui vont effectuer des audits pour ces autorités administratives, si elles trouvent des vulnérabilités non connues, 0 day, etc., doivent prévenir l'ANSSI sur ces vulnérabilités. Donc il y a quand même un système qui se met en place, effectivement pour les autorités administratives, mais après peut-être que pour les entreprises privées ça va se faire. Mais... En disant que ceux qui vont faire, excusez-moi, en disant que ceux qui vont faire les audits sont les gens qui sont certifiés par l'ANSSI. Oui, bon après je voulais pas introduire la notion des PASI, etc. Parce que bon après ça fait beaucoup de choses un peu bien. On s'éloigne du sujet de la cybercriminalité, donc. Mais on voit effectivement que, sur l'intervention de Guillaume, qu'effectivement ça se structure pour lutter contre l'insécurité. Tiens, voilà un terme qui va plaire à tout le monde, comme ça on parlera de cybersécurité et de cybercriminalité, pour lutter contre l'insécurité liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir évoquer ce contexte-là. Donc si on revient sur le terrain de la cybercriminalité, donc l'idée de transposer ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde virtuel, dans le monde de l'informatique, de l'Internet en particulier. On évoquait, vous avez peut-être évoqué avec Stéphane, les problématiques liées à la gouvernance de l'Internet, à la question qui est de tout réguler sur Internet. Non, ça n'a pas été évoqué, donc on ne va pas ouvrir le débat maintenant, sinon on est là encore pendant des mois. Mais c'est aussi un sujet peut-être sur lequel on aurait pu se prononcer pour lutter contre la cybercriminalité, c'est-à-dire finalement aujourd'hui l'Internet est un état de, alors, je ne vais pas dire de non-droit parce que c'est peut-être un terme qui n'est pas approprié, mais un lieu sur lequel il y a une certaine forme de libre-échange dans une partie de l'hémisphère et une partie du monde. Pour une autre partie, c'est peut-être un petit peu moins vrai. Est-ce que du coup, l'idée de réglementer un peu plus l'Internet et de filtrer un peu plus l'Internet aux frontières de certains pays ou dans les pays, hein, le partage du revenu qui fait baver et saliver un peu les opérateurs télécoms, ça finira peut-être par les pousser à forcer un peu cette réglementation et cette régulation. Est-ce que c'est pas aussi peut-être, bon, je me fais l'avocat, on parlait de l'ANSSI, peut-être je me fais leur avocat en disant si on régulait un peu plus l'Internet en France, ou si on avait une vision plus précise de ce qui se passe sur ce réseau-là, on aurait peut-être un moyen de lutter contre la cybercriminalité ou pas, je sais pas. Alors on a vu le succès d'Adopi, une forme de cybercriminalité. Est-ce que d'aller plus loin dans la réglementation et dans la coercition sur le réseau Internet, est-ce que c'est peut-être un moyen en France, au moins sur notre territoire, c'est de notre responsabilité, la défense est souveraine pour un pays, même dans l'Europe, donc est-ce qu'on ne pourrait pas lutter contre la cybercriminalité à travers peut-être des éléments plus oui, du filtrage, voilà, disons les choses. Et la Chine, c'est pas ce qu'elle fait déjà chez elle Oui, mais peut-être que je ne connais pas les statistiques en Chine, peut-être qu'il y a moins de cybercriminels en Chine sur le territoire chinois qu'il y en a à l'extérieur. C'est le problème de la frontière, du juste et du injuste, du blanc et du noir, hein, la Chine. Est-ce que je peux par exemple vous poser là une question, c'est à votre avis en cybercriminalité, sur les 3 dernières années, quels sont les crimes les plus rentables, ceux qui génèrent le plus de monétisation, comme disait mon collègue, hormis l'espionnage, qu'on met de côté parce qu'on n'arrive pas à apprécier. Hein. Vous avez une idée quel est le plus premier sur la tête de liste, mais de très très loin? Phishing? Non, je parle d'un crime vraiment. Essayez de penser crime physique et de vous projeter sur l'équivalent en crime virtuel en cybercriminalité. Ou pas? Non, ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas le racket, ce n'est pas l'usurpation d'identité. Monétisation, ce qui fait gagner le plus d'argent aux gens qui le font. La revente des coordonnées bancaires? Non. Alors ça c'est une bonne remarque, ce n'est pas des chiffres que j'ai en tout cas, ce n'est pas la revente des coordonnées bancaires. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, non. Non, c'est la vente de médicaments ou de médicaments contrefaits, qui est de largement des chiffres que j'ai au niveau mondial en tête. Il faut savoir, statistique que je donne à mes élèves, je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais quand vous faites du spam pour vendre du Cialis, du Viagra, vous avez un taux de retour de 3%. Ce qui est énorme. Énorme.
Donc ça c'est le premier. Le deuxième, à votre avis? Il est facile le deuxième. Hein. Une fois qu'on a tué le premier, c'est les jeux en ligne. Voilà. C'est eux qui monétisent le plus. Donc le reste, on est très très loin, c'est négociable. Hein. On est très très loin. Oui. Je veux dire que l'Argel, c'est un cybercriminel? Je me tais. L'Argel aurait plutôt pour vocation à apporter de la confiance dans le jeu en ligne et pour inciter les Français à jouer sur des plateformes sécurisées. Je parlais des jeux illégaux. Oui, on a bien compris, oui. Bah, j'espère que les personnes du PNU, la Française des Jeux dans la salle, mais a priori non, c'est pas, ça reste complètement légal. Est-ce que c'est cybercriminel? C'est l'usage qu'on en fait. Quand Western Union est bien plus cybercriminel que Bitcoin. Mais ils veulent le légaliser en plus dans certains pays. La France a des réflections au sujet. La Banque Centrale Européenne réfléchit aussi à la problématique de la monnaie virtuelle de façon générale, alors Bitcoin ou autre chose. C'est effectivement de monétiser des cryptogrammes sur Internet. Peut-être fait sens, hein, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais c'est quelque chose. Mais revenons sur cette problématique de la cybercriminalité, parce que le temps passe, il est 5h25 et il nous reste 10 minutes. On évoquait dans la préparation de cette table ronde, on voit des choses assez communes autour des systèmes d'information, on l'évoquait avec vous. On voit aussi de plus en plus de l'intérêt pour les systèmes qui ne sont pas les systèmes qu'on connaît, un peu traditionnels, hein, l'outil informatique qu'on connaît dans notre bureau ou dans notre salle serveur. On voit qu'aujourd'hui l'informatique est présente partout, hein, on ne va pas faire l'énumération, une liste à travers aujourd'hui de d'où est l'informatique, elle est partout et les moyens télécoms sont partout. Guillaume évoquait un peu le cas de Stuxnet il y a quelques années. Aujourd'hui, comment vous voyez la porosité des systèmes industriels et la capacité que du coup, à travers des réseaux non sécurisés, qui ne sont pas industriels aujourd'hui, mais qui sont plutôt des réseaux standard d'entreprise, un réseau qu'on pourrait qualifier de réseau de gestion, réseau bureautique, hein, en opposition du réseau technique et du réseau industriel. Comment vous voyez les connexions entre ces réseaux, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient virtuelles à travers les capacités que certains ont d'y accéder directement, et comment vous voyez aujourd'hui l'intérêt que représentent ces types de réseaux industriels pour les malfaisants ou les malveillants, en parlant de leur outillage, bien évidemment. Quelle est votre vision des choses, messieurs, sur cette... Les hackers, par exemple, est-ce que les hackers, vous êtes au cœur de cette problématique, puisque vous aimez bien vous démonter, bricoler, bidouiller pour voir ce qui se passe dedans. Donc est-ce que l'idée d'aller bidouiller un système industriel pour voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut détourner le fonctionnement du centrale nucléaire, est-ce que c'est un truc qui commence à te tarauder un peu J'ai pas la réponse, mais je suis là quand même. Tout ce qui peut se bidouiller, on aime bien, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas vraiment l'intérêt. Après, on bidouille parce qu'il y a un intérêt. Enfin, il y a aussi cette notion d'intérêt, l'intérêt sur des systèmes industriels. Je sais pas, j'ai pas réellement étudié la question, mais pourquoi pas, ça peut servir à faire d'autres choses, potentiellement. Donc une centrifugeuse, on peut avoir plein d'idées. Mais non, mais c'est intéressant parce que justement j'ai mon propriétaire que j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé il travaille dans quoi, il m'expliquait l'imagerie, puis du coup j'ai dit moi la sécurité, voilà, rapidement, et il me dit oh là là, moi depuis que j'ai vu ce qu'il y avait en Iran, toutes mes machines de production, donc lui il travaille dans l'imagerie, il a des grosses machines qui font justement les dalles des téléviseurs. Il m'expliquait tout est déconnecté. Alors c'est sûr que c'est technicien. Non. Oui, non, mais les machines, donc, justement, ils sont pas en réseau. Ils sont même pas interconnectés, ils n'ont pas de réseau. Ils préfèrent que ces techniciens se déplacent. Bon, c'est sûr que c'est un côté qui n'est pas pratique. Mais moi, ça, je sais pas, je suis pas allé vérifier, il m'a pas encore invité, mais tu viens, je vais lui demander. Mais voilà, donc du coup, et pourtant c'est des gens de sécurité. Voilà, donc, oui, il y a potentiellement un risque, puisque lui, il l'a évalué de son côté. Donc oui, et je pense que l'erreur, c'est justement de ne pas y penser, et puis de se dire, ouais, c'est des machines. Voilà. Et de toute façon, on va arriver dans un monde où les objets seront de plus en plus connectés, donc on va se retrouver globalement avec tout n'importe quoi connecté, les périmètres d'attaque vont augmenter obligatoirement, et cette notion justement au niveau industriel, c'est vrai qu'ils n'avaient pas eu l'idée de faire des tests d'intrusion justement sur ces réseaux-là avant les problématiques qu'a connues l'Iran avec Stuxnet.
Donc c'est ça qui est intéressant. Puis l'avantage c'est que ça fait un petit peu plus de travail pour tout le monde. C'est aussi intéressant de ce côté-là. Mais oui, il y a plein de choses à faire, hein, c'est sûr. Mais enfin, globalement, demain on prête ce genre de machine. Oui, je pense que la communauté aimerait bien s'amuser, enfin, avec tout n'importe quoi. C'est pour la culture générale. Et puis voilà, c'est ce côté hacker, bidouilleur, etc. Ça s'achète, hein, tu vas chez Siemens, t'achètes du On lance un Kickstarter. Non mais c'est sûr que c'est un sujet pour les systèmes industriels, maintenant qu'on en parle, ça aussi prend de l'ampleur parce que il y a eu Stuxnet qui est passé par là, l'ANSSI aussi a pris le sujet à bras le corps, ils ont publié des guides justement pour aider à la sécurisation des systèmes industriels dans leur ensemble. Et aujourd'hui, quelle est l'évolution? Aujourd'hui les systèmes industriels, il faut imaginer que c'est des vieux systèmes, des trucs qui datent de 20, 30 ans, voire plus. Et c'est pas comme un PC qu'on peut changer tous les 2-3 ans, enfin en général on change tous les 2-3 ans parce que le logiciel avance très rapidement, alors que les systèmes industriels c'est un automate, il est capable de fonctionner pendant très longtemps à faire la même tâche qu'on lui a demandé de faire. Avant c'était des systèmes qui étaient dans leur coin, on les embêtait pas, ils faisaient ce dont ils étaient prévus de faire et ça marchait bien. Aujourd'hui on commence à tout interconnecter parce que tout le monde veut être interconnecté à tout, pouvoir superviser tout à n'importe quel moment, depuis chez lui, depuis internet, etc. Donc maintenant on se retrouve avec des systèmes industriels qui peuvent être publiés sur internet, oui, si vous cherchez dans un moteur de recherche type Shodan ou autre, vous pourrez trouver des choses intéressantes. Sur la NMAP, sur le 3200 version 6, j'avais depuis 4 ans. Voilà, bon, tu vas peut-être faire tomber 3 usines ou quelques usines en faisant ça, mais tu peux trouver des choses. Donc c'est sûr que, même si, je répète, plusieurs rapports, publie des trucs, et donc ça avance, et maintenant les gens s'intéressent, parce que voilà, il y a des choses qui sont arrivées. J'avais lu une anecdote aussi en Australie, pareil, un employé qui s'était fait virer de sa boîte, il avait encore les accès, on lui avait pas coupé les accès. Il a pu se reconnecter et puis il a traficoté le système et en gros il y a juste plus combien de litres d'eau usée qui sont déversés dans la rivière. Voilà. T'as bidouillé le truc donc ça marche. Une réaction de... Oui, en fait, j'ai fait une étude justement sur les réseaux industriels, c'est-à-dire que la migration des réseaux industriels sur des réseaux IP. C'est ce qu'on constate en ce moment en fait par les responsables de réseaux industriels. C'est que les réseaux industriels avant étaient justement isolés et maintenant justement ils commencent à être interconnectés avec tout ce qui est IT et c'est nouveau en fait pour ces responsables-là. Et justement au niveau des réseaux industriels, les produits, les éditeurs en fait n'ont pas intégré la sécurité dans leurs produits. Voilà, des choses simples comme par exemple pour l'interface d'administration, la possibilité de faire une délégation d'authentification sur un serveur Radius, ils n'ont pas pensé. Donc c'est authentif local. Donc c'est un compte qui est ensuite partagé entre les administrateurs, qui n'est jamais changé, par exemple. Et donc ce qui fait que lorsque un employé qui a été licencié, qui souhaite revenir pour connaître les méfaits, c'est très facile pour lui de se reprendre à ce système. Et aussi le problème des réseaux industriels, c'est qu'une fois qu'ils sont mis en place, ils sont là pour quasiment à vitam aeternam, jusqu'à la fin de vie du système. Donc c'est très difficile également de procéder à des changements, à des upgrades, à des patchs sur ces équipements, ces infrastructures-là. Comme d'habitude, je vais être impertinent. Alors, je vais prendre deux casquettes, celle du consultant en sécurité de système SCADA et celle d'abord du professeur. J'ai fait plein de confs sur la sécurité des systèmes SCADA, suite à Stuxnet, j'ai fait des confs au MEDEF, j'ai fait des confs en Suisse dans une université, chez des grands groupes, bref. Jusqu'à ce que l'ENISA sorte un certain nombre de documents très très intéressants et qui ont été suivis par pas mal d'organismes, des trucs vraiment des très très bons papiers. J'ai pas vu beaucoup de budget alloué, j'ai pas vu, en tout cas en France et en Suisse, je n'ai pas vu beaucoup de budget alloué, j'ai vu de grandes déclarations qui fait des rencontres. Et je pense que toutes les SS2I qui ont les compétences pour travailler sur ce système-là, cette sécurité-là, ils sont tous, donc moi en tant que consultant, on est tous sur les starting blocks, je pense, pour y aller, parce que, comme disaient mes collègues, il y a un vrai besoin. Je vous donnerai juste, pour compléter ce qui a été dit, quelques mots qui font mal. Windows 95, pas patché, essayer de rebooter l'usine,
c'est dur. Essayer de patcher une usine pour le process, pour l'arrêter, il faut mettre 3 mois. Voilà. Donc on est dans des vraies contraintes industrielles et avec une vraie différence culturelle entre les gens de l'informatique traditionnelle et ces gens-là qui, comme disait mon collègue de droite, ils ont un truc qui tourne et quand ils démantèleront l'usine, ça ne s'arrêtera de tourner. Et puis pourquoi ils vont changer un truc qui tourne? Le problème, c'est que nous, quand on arrive et qu'on regarde ce qui se passe, même si on oublie TuxNet, excusez-moi l'expression, c'est un vrai merdier. Voilà. C'est coupé au montage. Bon. C'est clair qu'on a des systèmes qui sont contre toutes les règles de sécurité telles que nous les connaissons dans les règles de l'art. Mais est-ce que ces gens-là ont besoin de nos règles de l'art? Donc je pense qu'on a surtout un problème de sensibilisation, de formation, d'analyse de risque. Les étudiants savent que je me rappelle toujours ça, analyse de risque, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces systèmes-là. Il y a clairement du business, il y a clairement des vulnérabilités. Je pense qu'il y a des gouvernements qui dorment mal, parce que bon, les Américains ont mis en place sur l'Hongrie en particulier. Ils ont eu quelques incidents. Tu citais le coup d'Australia qui a fait un vieux truc, qui est un truc tout bête. Il est rentré par un port modem de mémoire en remote. Voilà. On ne parle même pas des SSH ou quoi que ce soit. Bon, ces systèmes sont vulnérables, c'est clair. Il faut juste se garder du gros buzz que peuvent faire certains éditeurs de solutions et sociétés, parce qu'il faut bien aller chercher du business. Après, de notre côté, on a des gens qui ont discuté avec des directeurs sécurité. Je ne parle pas de CSO ou des RSSI, je parle de directeurs sécurité dans des boîtes qui travaillent dans le nucléaire, qui travaillent dans des réseaux d'eau, qui travaillent dans des hôpitaux, parce que les SCADA, on les trouve dans les hôpitaux, qui sont dans le militaire, un porte-avions par exemple. On a quand même affaire à des gens qui sont des pros de la sécurité, peut-être même plus que nous, parce qu'ils ont une vraie culture de sécurité nucléaire, militaire, de sûreté de fonctionnement. Ce qu'on a besoin de nous, informaticiens, c'est apprendre leur langage, et on a besoin un peu de les forcer avec la tête sous l'eau, est-ce qu'ils apprennent notre langage? Bon, c'est bon, on va tout seul. Alors, effectivement, on conclut, mais c'est vrai que dans ce contexte de la sécurité des systèmes industriels, la France a identifié depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les OIV. L'ANSSI a, parmi ses missions, celle d'apporter son concours à leur sécurisation, à la prise de conscience de l'insécurité et de la sécurité nécessaire. Et quelqu'un d'ANSSI disait très justement, je me demande même si ce n'était pas M. Payoux aux dernières assises de la sécurité, que si les industries ou les responsables de sûreté, sécurité et les dirigeants de ces entreprises ne comprenaient pas qu'il fallait prendre la mesure de ce qui pouvait se produire en termes de cybercriminalité dans ces environnements-là, que la réglementation française allait se renforcer pour les obliger, puisqu'on sait qu'aujourd'hui en France ça marche bien, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de risque de la prison entre guillemets ou de l'amende, finalement on verra bien si ça nous arrive, on agira à ce moment-là, de les forcer un petit peu la main vers un peu plus de sécurité dans ce contexte-là. Je ne conclurai pas là-dessus, peut-être. Déjà, je vous remercie, il est 5h moins le quart et une prochaine conférence. Je remercie l'ensemble des intervenants de m'avoir accompagné sur cette table ronde. J'espère que nos échanges auront pu vous éclairer sur le travail qu'il y a devant nous à réaliser. Là, j'adresse un message plutôt aux jeunes. Vous êtes en dernière année, vous allez bientôt, vous êtes déjà sans doute dans le monde du travail, dans le cadre de vos activités en alternance peut-être. Et donc, je pense que vous avez compris que tout le travail est resté à faire, qu'on avait fait déjà beaucoup de choses, nous, les plus anciens, entre guillemets. Moi, j'arrive à la cinquantaine, donc je commence à positionner la catégorie des plus anciens. On n'a pas tout fait, on nous a laissé un peu de boulot, parce qu'on est quand même sympa, on pense à vous, on sait qu'il faudra payer nos retraites, donc il faut quand même que vous ayez un peu de travail pour nous nourrir dans quelques années. Donc, plus sérieusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. La sécurité a besoin de s'inventer tous les jours, de se réinventer, comme on le dit régulièrement, d'être créatif, imaginatif. Ne faites pas les erreurs de vos anciens. Je me souviens au FIC, quelqu'un évoquait le FIC. Un Anglais était venu nous expliquer les deux problèmes de la sécurité aujourd'hui. C'est vouloir être conforme à une réglementation ou à une norme. Il citait la 27001 en particulier, qui devenait une obsession chez certains. Et l'autre qui disait finalement être conforme à l'état de l'art, ce n'est que répéter les erreurs qu'ont fait les anciens ou qu'ont fait les autres. Et je pense que c'est effectivement une bonne approche. C'est-à-dire que oui, l'état de l'art c'est bien, on peut toujours l'évoquer dans un contrat, on peut toujours l'évoquer pour se cacher derrière ce petit doigt ou justifier ses erreurs. Mais il va falloir effectivement être créatif dans le monde de la cybercriminalité, puisque on a vu qu'on avait beaucoup de mal à cerner ce qu'était la cybercriminalité, qui étaient les cybercriminels, quel était leur champ d'action. Et on voit que le champ d'action est très très vaste, le champ des possibles est sans commune mesure avec ce qu'on a connu avec l'informatique qu'on avait auparavant. Je vous remercie. Peut-être, il nous reste, on a dépassé le temps maintenant, quitte à avoir dépassé le temps après cette petite conclusion, peut-être quelques questions dans la salle si vous souhaitez interagir avec les différents intervenants. Ouais, j'ai juste En fait, je vais revenir sur votre commentaire sur le problème de la criminalisation des hackers. Je me demandais si on ne pouvait pas peut-être réfléchir à
une législation sur l'arme informatique, puisque c'est comme ça qu'est considéré les outils et les techniques de sécurité offensive au niveau militaire, considéré comme une arme informatique. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que voilà, ce sont des armes, comme monsieur qui fait du tir, je crois, voilà, est-ce qu'on ne peut pas légiférer là-dessus et à ce moment-là encadrer le travail des hackers white hat, quoi. Il y a déjà des choses qui ont été faites dans ce domaine-là. Je ne suis pas juriste, mais de mémoire, quand la LCE, la loi de confiance de l'école numérique, est parue, enfin tout dans les premiers projets de loi dans les années 2000, il y a eu beaucoup de débats autour de la possession d'outils de hacking, d'outils de virus, ne serait-ce que ça. Est-ce que nous sommes coupables de recel d'armes entre guillemets, au sens où on entend dans le monde physique? La législation en France a au moins le mérite de s'être posé la question depuis un certain temps et d'y avoir apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Alors certainement c'est encore incomplet, ce qu'évoquait Guillaume, mais a priori l'arsenal juridique se positionne. Maintenant, D'après ce que je sais, par contre, ça a été plutôt orienté vers la répression, parce que je crois qu'il y avait un voie le fait de coder et de criminaliser en fait, sans utilisation d'un logiciel. Il me semble, je ne suis pas certain de ça, mais même dans une logique de recherche. Oui, une logique de recherche aussi. Ça, même sur la preuve. Par exemple, pour les non-professionnels, c'est un fait. Pour les professionnels du domaine. La loi dit sauf motif exactement. Après, ça laisse faire et ça dépend de la justice. L'OPSI 2 l'interdisait et la NPL vient de remettre. On n'a pas parlé de la NPL. Ce serait apprécié. Il y a la jurisprudence qui tombe là-dessus. Une autre question? Ouais, moi je voulais revenir parce que on parle aussi de criminalité. Il y a quand même deux groupes dans la cybercriminalité. Il y a les gens qui font des espionnages industriels et souvent c'est d'étatique. Ça c'est 1% ou 0,5% de ce qui se passe, c'est ça qui fait le buzz dans la presse. Tu veux dire de l'intelligence économique? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'était bon. Voilà, l'intelligence économique. Et il y a le reste qui est essentiellement de la monétisation et où les groupes aujourd'hui sont clairement, enfin, une partie des groupes qui sont identifiés, il y a même des pays qui sont identifiés sur ce genre de problématique, les 99,5% restants, qui aujourd'hui n'intéressent, à part que quelques personnes au niveau de l'État, personne. Mais je dis bien personne. C'est-à-dire que les groupes qui ont développé, là, récemment, il y a un gars qui a fait la une, c'est Punch, qui est le codeur de Black Hole Exploited. Ce gars-là, il faisait des millions d'euros. Pas 1 euro, 2 euros, c'est pas le mec qui a piqué le sac, la mémé d'en bas. C'est des millions d'euros. Il était tout seul dans sa chambre, il a codé un truc qui connaît, je sais plus combien il avait de machines. Mais ça, c'est un gars. Des groupes comme ça, il y en a plein. Sauf qu'ils sont russes, ils sont ukrainiens, ils sont roumains. Eux, ils font de l'argent. Pourquoi ils font de l'argent? Parce que, et j'ai eu le cas dans notre gars que je connais et qui va se lancer là-dedans, ils font ça parce que dans leur pays, il n'y a rien. Et ils veulent juste vivre, et ou bien vivre en fonction des différentes mentalités. Et par exemple, il y a un truc qui va arriver, et qui est en train d'arriver et qu'on ne voit pas. C'est ce qui va se passer, c'est les groupes qui vont se monter en Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie, maintenant, a les backbones Internet qui vont bien, et les groupes sont en train de se former. Petit à petit. Le problème, c'est qu'ils ne se connaissent pas, ils sont moins organisés que les Russes, parce qu'il y a moins de forums, il y a moins d'underground, ça va mettre un peu plus de temps. Mais les outils sont là. Les Russes, eux, les outils n'étaient pas là. Donc ils avaient tout à coder. Les Malaisiens, les outils sont là, et il n'y a plus qu'à les reprendre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette criminalité-là, elle n'intéresse personne. Quand vous allez voir l'ANSSI, vous leur dites, regardez ce qu'on a trouvé, ah ben non, c'est pas une APT, ça nous intéresse pas. Parce que on n'est pas dans l'industriel. Il y a aussi un problème de juridiction peut-être en l'occurrence. La Russie n'a pas signé les accords de la Convention de Budapest de 2001 sur la lutte contre la cybercriminalité. Sauf que si on prend le cas du FBI, ils arrivent à arrêter les groupes. Ils ont arrêté Punch. Le prochain groupe qui va sûrement se faire arrêter, c'est Game Over de Zeus. Microsoft arrive à faire tomber les groupes avec Zero Access, ils ont fait tomber Zero Access grâce à Europol. Mais aujourd'hui, dans les instances de sécurité informatique, notamment au niveau des intercertes, où c'est des réunions où les certes des sociétés et les certes étatiques viennent discuter,
aujourd'hui, hein, je le sais par exemple de la Société Générale, ils s'en foutent des APT. C'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est l'usage bancaire, c'est de l'arnaque au Western Union. Et quand ils en parlent dans ce genre de réunion, l'ANSSI leur dit mais nous, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que je peux poser une réponse? Ouais. J'ai eu la chance de visiter je sais plus comment il s'appelle maintenant, le Cyber Center, Response Center de Microsoft, qui était dans les dernières versions. Et il y a des gens du FBI qui étaient là, bien évidemment. Ils nous ont expliqué, bon, avec beaucoup de guillemets, hein, parce qu'on était des franchises, ils nous ont expliqué comment ils fonctionnaient entre eux. Je ne pense pas qu'en France et en Europe, on ait l'équivalent. Donc on n'a pas l'équivalent d'un pouvoir de police, d'un pouvoir judiciaire, même Europol, Interpol, qui travaille main dans la main avec un éditeur qui a des moyens et techniques, et humains, et financiers comme Microsoft, ou d'autres. Hein. Et ça nous manque vraiment, je pense. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que jusqu'à présent, avant l'arrivée de la LPM, on ne se donnait pas la possibilité justement d'utiliser les mêmes outils que les attaquants. Et c'est une des choses qui vient d'être mise en place par la LPM, c'est la possibilité éventuellement que par la riposte, on utilise exactement les mêmes moyens qu'utilisent les attaquants. Et le droit français n'offrait pas cette possibilité jusqu'à la sortie de la LPM. Alors ça c'est un des avantages de la LPM. Un des inconvénients de la LPM, c'est que de l'autre côté, ça remet dans un principe très fondamental, on va dire, la notion de données à caractère personnel et la notion de privé. C'est ça la grande critique. Alors si le fait, c'est que, et ça c'est typiquement français, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher d'un côté, mais qu'on aimerait bien avoir de l'autre côté. On veut le beurre et l'argent du beurre. Mais ça a toujours été notre problématique. À savoir qu'en Europe, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, passer les frontières, tout de suite, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, c'est complètement différent. Je veux dire, ils n'ont pas du tout la même approche que nous. Maintenant, une dernière chose concernant la criminalité ou la cybercriminalité, le problème c'est que tous les criminels utilisent les mêmes moyens. C'est-à-dire, ils vont faire du délit de service, ils vont faire du test d'intrusion, ils utilisent des moyens qui sont, on va dire, communs. Et la problématique qu'on a, nous, pour riposter, c'est qu'on a plein de pays qui ont plein de solutions, mais qui ne sont pas connues. C'est-à-dire, en fin de compte, il nous faudrait des accords de Yalta, des trucs comme ça, mais c'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Et moi, je voudrais revenir juste sur la introduction dès le départ. La problématique qu'on a, on l'a un petit peu frôlé, c'est que pour certains, ce sont des criminels. Pour des autres, ça a été un peu abordé, ce sont des patriotes. Aujourd'hui, les Chinois, on le voit bien sur les attaques cybercriminelles, si vous prenez les horaires à laquelle ça se déroule dans les heures de journée chinoises, entre 8h et 18h, heure chinoise, fuseau chinois. 300 milliards d'euros, c'est le coût de la cybercriminalité pour 2013, donc c'est quelque chose d'énorme. À partir de ce moment-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Le seul fait, et l'une des dernières choses qui est assez intéressante, parce que personne n'en parle, simplement pour répondre à Madame, le Premier ministre aujourd'hui a l'autorité pour désactiver Internet, depuis l'arrivée de la LPM. Donc en cas d'attaque franche, il a la possibilité de désactiver Internet. Une LPM largement controversée aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui, Ok, merci messieurs, merci mesdames, pardon. Bien, merci messieurs. Alors, prochaine conférence dans 5, on va laisser 10 minutes, le temps de s'installer. Donc on va avoir Sébastien Larigné qui va nous parler du Fast Forensic. Ensuite, également, vous avez en bas en workshop FireEye qui va nous présenter un sujet sur un retour d'expérience sur des solutions d'avant-garde avec de l'analyse de malware. Donc pour ceux qui sont intéressés, ce sera en salle 4. Sinon, écoutez, vous avez également Athéos qui continue ses workshops en salle 6. Et pour ceux qui restent sur les conférences, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes. Alors pendant ces 10 minutes, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour au niveau des stands. Ils sont au rez-de-chaussée. Vous avez pas mal d'éditeurs logiciels. Vous avez également les constructeurs. Vous avez FireEye. Vous avez pas mal de constructeurs de boîtiers firewalling. Vous avez Deloitte, vous avez Intrinsec, vous avez Datmira, vous avez Eva Group, et puis si vous avez le temps, allez faire un tour chez Stansoft également. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure dans 10 minutes pour la prochaine conférence. Juste quand j'étais
voulais chercher les suivants. Oui, mais je suis parti. Ça a été